Bonjour Jean, voilà, tu es dans le mouvement Freinet depuis très longtemps, plus de 60 ans je crois. Oui, Ouais, plus de voilà. 60 ans, Ouais, 1959. ouais, voilà, ça commence à compter, hein, ouais, Oui. ouais, ouais. Donc on voit ton nom régulièrement sur les listes. Tu as écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages aux éditions ISEM. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, les présenter Alors, qui je suis? C'est difficile sur une longue période comme ça, hein. J'étais un enfant d'une famille très pauvre, très très pauvre, dont mes parents âgés ne parlant que breton. Donc ça a été une chance de devenir instituteur. Je ne sais pas comment, mais je suis devenu instituteur. Et ma deuxième chance a été de rencontrer la pédagogie Freinet, par hasard. Et donc, depuis 60 ans et plus, je suis essentiellement un militant de la pédagogie Freinet, de ses principes, de ses valeurs et de ses pratiques, en tant qu'instituteur à l'université, en tant que formateur, et puis maintenant dans la vie sociale et politique aussi. Voilà. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Freinet, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur la démocratie à l'école, surtout sur la démocratie à l'école et les droits de l'enfant. Et depuis 60 ans, je continue sur cette voie-là. Et l'autre voie principale, ça a été Élise Freinet, et puis les créations, le champ des créations où je ne connaissais rien, mais rien du tout, ni dans les dessins d'enfants, ni dans l'art. Et grâce à Élise Freinet, je suis entré dans l'art enfantin. Voilà. Donc, et aujourd'hui, que je suis retraité, je reste principalement, c'est-à-dire sur les droits de l'enfant et la participation citoyenne des enfants. D'accord, ouais. Alors tu dis que tu es rentré dans la pédagogie Freinet en 1959, là. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Alors, comment ça s'est passé? Ça rentre dans mon histoire, évidemment. J'ai été maintenu sous les drapeaux pendant 30 mois. Et j'ai été libéré en mars 1957 et j'ai été nommé dans la banlieue nantaise, à Boundet, dans une école. Mars 1957. Mais, bon, j'ai continué à faire une pédagogie traditionnelle, la seule que je connaissais, et je ne me suis même pas aperçu qu'il se passait à côté, pendant les vacances de Pâques, un grand congrès, le congrès de l'école moderne, avec plus de 800 participants, grand branle-bas dans la presse partout. Donc, ce n'est pas ça qui m'a fait venir à la pédagogie Freinet. Et donc, en 1957, quand j'ai été libéré, je me suis engagé dans les actions politiques pour la paix en Algérie. Et je suis devenu secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme. Et du coup, j'ai été engagé dans les actions pour la liberté, contre les tortures, etc. Ensuite, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, on s'est engagé toujours dans les luttes pour les libertés et aussi pour la défense de la laïcité, puisque Debré a proposé immédiatement un projet de loi pour donner plus de moyens aux écoles privées, donc manifestations, etc. Donc, étant engagé dans ces actions pour la liberté et pour les droits de l'humain, j'ai ressenti assez vite qu'il y avait une contradiction entre mes pratiques d'instituteur autoritaire, parce que j'étais un instituteur autoritaire, et puis mes défenses, mon engagement en tant que citoyen dans la vie sociale et politique. Bon, mais que faire? Bon, toute l'école fonctionnait comme ça, et donc j'ignorais qu'il existait autre chose. Et en 89, en août 89, juillet 89, nous sommes allés en vacances à Vence, au soleil. Et au cours d'une promenade dans la ville, on a vu École Freinet. Donc, on a grimpé le long du sentier et on est arrivé à l'école Freinet. Et là, il y avait des enfants, il y avait des grandes personnes qui circulaient. Et puis, avec d'autres touristes, on a été accueillis. On nous a fait visiter les classes et puis notre guide nous a parlé de journal scolaire, de coopératives, de pratiques, on a vu l'imprimerie, etc.
Et surtout, il nous a fait visiter l'exposition des créations d'enfants. Et là, pour moi, ça a été un grand choc. C'est ça qui a été déterminant pour que je m'engage. Donc, j'ai décidé de changer complètement. J'avais trouvé ce qu'il me fallait pour répondre à mes interrogations. J'ai acheté 2 livres. Les méthodes naturelles je crois que c'est les méthodes naturelles de la pédagogie Freinet dans méthodes naturelles. Je regarde le titre parce que c'est assez vieux. Oui. L'édit de Mathieu d'abord, hein, et les méthodes naturelles dans la pédagogie moderne. Donc, j'ai lu ça passionnément pendant le reste des vacances et j'ai dit, bon, ben maintenant, en septembre, je démarre. Voilà, je venais de découvrir la pédagogie Freinet par hasard. Mais j'ignorais que d'autres pratiquaient la pédagogie Freinet en leur identique. Donc, j'ai démarré tout seul, texte livre, pas de correspondance au départ, texte livre, études du milieu, coopérative, etc. Et puis, j'ai écrit à Freinet, et à propos de la guerre en Algérie d'ailleurs, pour la Ligue des droits de l'homme. Et il m'a répondu, j'étais ravi d'ailleurs, sur une lettre de Freinet, et il m'a indiqué qu'il y en avait d'autres qui pratiquaient la pédagogie Freinet, donc Marcel Gouzil. Voilà, donc je suis allé voir Marcel Gouzil qui m'a donné des quantités de documents et qui m'a inséré dans le groupe départemental. Et j'ai découvert qu'il existait un mouvement Freinet d'ISEM, où je suis maintenant depuis toutes ces années. D'accord. Et tu as écrit un livre racontant un petit peu ton itinéraire, c'est ça, hein? Oui, c'est le maître qui apprenait aux enfants à grandir, là, un parcours en pédagogie Freinet vers l'autogestion. Bon, je n'avais pas écrit intentionnellement mon itinéraire, je voulais raconter l'aventure du mouvement Freinet dans les pratiques autogestionnaires. Puis, bon, les éditions libertaires m'ont demandé de raconter aussi ma vie. Donc, j'ai raconté ma vie, tout le cheminement, le processus qui m'a amené donc à pratiquer la pédagogie Freinet, à prendre des responsabilités au niveau départemental, et puis tout le cheminement de l'autogestion. Il faudrait en écrire le reste maintenant sur l'action qui reste. D'accord, et puis bon, tu t'es investi dans le mouvement départemental et puis aussi dans le mouvement national. Oui. Ah mais là, j'ai pas eu le choix, hein. C'est très vite. Je suis donc en 1959, je démarre en septembre. 1960, je participe à mon premier stage à Tours, stage régional. Et puis au retour en 1960, en 61, on me demande tout de suite d'être délégué départemental. Et comme en 61, c'est nous qui organisions le stage régional breton, et donc de recevoir dans ma classe tout le secteur cours élémentaire. Donc me voilà engagé comme responsable départemental. Et le responsable départemental à l'époque, il était le correspondant de l'ISEM, mais aussi de la CEL. Donc à chaque réunion départementale, j'allais chez notre libraire, chercher tout le matériel de la CEL, organiser le tout, le repas, etc. Bon, et puis très vite, c'est en 68, j'ai été coopté au CA national de l'ISEM. À l'époque, c'était pas des élections. J'ai été coopté, je ne sais pas comment. Donc je suis rentré au CA national de l'ISEM jusqu'en 72. Et puis après, comme j'ai pratiqué, j'étais entré dans une classe de perfectionnement. J'ai milité au sein de la commission nationale de l'enseignement spécialisé. Voilà. Puis ensuite, je suis revenu en 82, je suis revenu au niveau national. Pendant toute la période, je suis resté ici à la base. D'accord, hein. Puis après, dans l'international. Et puis tu as contribué aussi avec André Mathieu à créer le Salon national des apprentissages sur Nantes. Là. Oui, en 89, nous étions avec André Mathieu au comité directeur de l'ISEM. Et on a pensé qu'il fallait marquer notre présence, la présence de la pédagogie Freinet dans les champs de la pédagogie.
Et donc, comme il y avait d'autres organisations qui commençaient à pratiquer des apprentissages individualisés, personnalisés, y compris chez les adultes, nous avons décidé de choisir ce champ-là. Et avec notre libraire, d'organiser une journée où tous les matériels pour l'apprentissage individualisé et personnalisé seraient réunis. Et nous, au salon, d'organiser un salon, mais en invitant tous ceux qui pratiquaient la pédagogie d'apprentissage individualisé. Et donc ça a démarré très vite, et heureusement ça continue. Ça continue, oui, il y a bientôt un salon qui est encore prévu, la continuité. Voilà, oui. Donc, mais qu'est-ce que depuis que tu as commencé au niveau de l'ICEM a beaucoup changé, là. Donc, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Puis comment tu vois l'avenir de cette organisation, là, un petit peu? Alors oui, parce que lorsque j'ai démarré, il y avait le mouvement Freinet. Il y avait un mouvement international, mais c'était surtout le mouvement Freinet, qui était constitué d'une partie la coopérative, la CEL, et la partie pédagogique, l'ICEM. Donc moi j'étais dans le champ de l'ICEM, je n'ai jamais été de responsabilité au sein de la CEL, j'ai toujours été dans l'ICEM. Et donc c'est au sein de l'ICEM que se passait toute la réflexion pédagogique avec des commissions nationales. J'ai parlé de la commission de l'enseignement spécialisé, mais il y en avait beaucoup d'autres, d'audiovisuel, etc. Tout le travail pédagogique se faisait là. Donc on avait bien conscience déjà que la pédagogie Freinet, ce n'était pas seulement Freinet, c'était une construction collective où chacun devait apporter sa participation par ses travaux, par ses recherches, par l'expérimentation des outils qui étaient proposés. Enfin, c'était un vaste chantier, effectivement. Alors aujourd'hui, je pense toujours que c'est l'ICEM qui doit rester le mouvement de base de la construction de la pédagogie Freinet, mais je n'ai plus une vision de la pédagogie Freinet comme on avait à l'époque, pour dire qu'elle était assez standardisée. Hein. Pendant un stage de quelques jours, on apprenait à faire texte libre, mise au point, journal, calcul vivant, l'organisation de la coopérative, les classes promenades. Au bout de 8 jours, on sortait de là, on savait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentations. Donc en ce qui me concerne, et depuis plusieurs années, je pense qu'il serait important d'avoir un conseil national pédagogique qui n'a pas de pouvoir politique dans la gestion du mouvement, mais qui puisse, comme dans d'autres organisations d'ailleurs, rassembler tout ce qui progresse. Que ce puisse rassembler tout ce qui progresse, tout ce qui a progressé et modifié dans notre mouvement au niveau de toutes les dimensions des pratiques pédagogiques Freinet, et donc de proposer pour des formations ce qui a été expérimenté, validé et qui fonctionne, et qu'on peut transmettre à ceux qui démarrent. Et puis, et autrement, je vois aussi qu'il y a beaucoup, pour moi la pédagogie Freinet, en m'appuyant sur ma propre expérience, ce n'est pas centré seulement sur l'école. C'est aussi dans le champ social, dans le champ politique et chez d'autres, chez les animateurs d'animation, etc. Et donc, je trouve regrettable que l'ICEM ne donne pas de place à l'expérience des anciens. Ceux qui sont investis par exemple ailleurs. Il y en a qui sont partis en politique, qui ont des responsabilités d'élus, d'autres qui sont dans d'autres champs, etc. Je pense qu'il faudrait valoriser aussi leur pratique pour montrer effectivement que nous avons une dimension sociale et politique qui ne s'arrête pas à la porte de l'école. Comme Freinet d'ailleurs, hein, il n'était pas seulement un instituteur dans sa petite école, il était aussi un militant de la coopération, un militant politique. Et toi, tu as plus creusé tu as plus creusé les pratiques au niveau des droits de l'enfant, quoi. La participation démocratique, etc. De la démocratie. Oui, tu peux en parler un petit peu
Oui, parce que dès le départ, ben, après mon premier stage d'ailleurs, hein, j'ai travaillé sur cette dimension-là et j'avais intégré aussi des pratiques de Makarenko, des principes dont Freinet avait parlé. Et donc, j'ai échangé avec Freinet sur ces tentatives que je faisais, ces expérimentations que je faisais, donc président de jour, etc., d'autres pratiques. Et puis, je suis resté dans ce champ-là, donc en échangeant toujours avec Freinet, et je suis toujours dans ce champ-là. Donc il y avait les droits de l'enfant, puisque au congrès de Nantes en 1957, il avait été adopté une charte de l'enfant, qui était très en avance sur ce qui s'est mis en place ensuite au niveau international. Et donc j'ai été nommé, enfin, dans les années 80, quand je suis revenu au CA national d'ISEM, j'ai été chargé de la recherche et des droits de l'enfant. Et donc j'ai milité, je me suis associé aux ONG qui militaient et agissaient pour la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc je suis resté sur cette dimension participation démocratique des enfants, dont Freinet avait déjà parlé dès ses départs, puisqu'il avait observé en Union soviétique d'organisations démocratiques avec des assemblées générales d'enfants, etc., une justice avec une participation des enfants. Donc je suis toujours resté là-dessus. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter au sein du mouvement de faire des formations sur uniquement le conseil d'enfants. Le conseil d'enfants, c'est un des éléments du droit de participation des enfants. Et c'est beaucoup plus large. Et je pense que si Freinet avait été toujours bien, il aurait approfondi toute cette avancée avec des droits reconnus maintenant par une convention internationale, parce que c'est ce que nous revendiquions. Donc je suis toujours là. Quant à mon autre entrée, l'entrée de la création avec Élise Freinet, ben, je suis resté en relation avec elle pendant 20 ans. Et donc grâce à elle, on a créé dans ma classe, et dès le départ, elle a retenu un des dessins de notre classe pour mettre en première page de la revue Art Enfantin. C'était un grand honneur évidemment pour nous, et ça nous a donné beaucoup de joie, puisque dont en partie on a fait des fresques, on a travaillé avec des poètes, des artistes, et un des points que j'ai retenu beaucoup, ça a été Ouest France a retenu un jour, nous a demandé et a retenu une de nos peintures pour être la première page du journal de l'Ami Carême. Journal de l'Ami Carême en couleur, j'ai toujours d'ailleurs cette première page, et un article sur le fonctionnement de l'atelier peinture dans notre classe, tiré à 200 000 exemplaires. Voilà. Donc j'ai continué toujours, et lorsque Élise Freinet a publié L'enfant artiste en 1963, la PBO, qui était l'entreprise de peinture qui fournissait des poudres, etc., la CEL, a proposé de parrainer 2 classes artistes. Et ma classe a été choisie par Élise Freinet comme étant une de ces classes. Et pendant 25 ans, plus même, jusqu'au 30 ans, la PBO nous a fourni tout le matériel qui nous était nécessaire pour créer. Toutes les poudres, les pinceaux, enfin toutes les nouveautés. C'est ainsi que dans l'encre Vapo, on a pu créer l'encre Vapo avec une encre Colorex, CL. On a pu faire des fresques en relief dans plusieurs, à Emmaüs par exemple, avec de la poudre que la PBO nous avait livrée. Voilà, c'est les 2 aventures liées à Élise et à Célestin Freinet. D'accord, ouais, tu as beaucoup développé l'aspect artistique. Je me rappelle qu'aussi, parce que je l'ai pratiqué aussi, c'est que tu utilisais le tableau à chaque récréation. Il y a des enfants qui restaient, qui dessinaient au tableau, et puis après qui... Ah oui, alors ça, oui, c'est aussi Élise Freinet, hein, parce qu'elle m'a dit, bah, il ne faut pas seulement faire s'exprimer graphiquement les enfants,
sur des petits papiers ou sur un carnet, comme tu le fais. Hein. Bon, il faut le faire, etc., avec des textes écrits par avant. Mais tu dois aussi leur permettre de faire sur des plus grands. Donc tous les jours, un enfant pourrait dessiner au tableau. Alors nous sommes mis, dessin au tableau, et dans la journée, d'ailleurs, l'enfant, durant les temps individualisés, hein, les temps personnels, un dessiné au tableau, et ensuite, à un moment donné, à la fin d'après-midi, il racontait aux autres enfants l'histoire de son dessin. Les autres lui posaient des questions, on améliorait le dessin, et puis progressivement, j'ai étudié alors à cette époque-là le psychodrame, et j'ai dit, bon, ben, on a avancé avec l'aide d'un psychothérapeute de Nantes d'ailleurs, on a avancé pour que ça devienne un psychothérapeute, un psychodrame. Donc si l'enfant lui demandait qu'est-ce que tu voudrais être dans ton tableau, donc il jouait le personnage qu'il voulait être, puis il jouait un autre, puis il jouait un autre. Voilà, donc on a créé le psychographodrame. Donc Élise Freinet m'a fait publier dans Enfantin d'ailleurs un texte sur le psychographodrame. C'est elle qui a commencé à me faire écrire. Et je me souviens du premier article qu'elle m'avait demandé, que je lui ai envoyé, elle en a corrigé les 3/4. Bon, et puis progressivement, ben, j'ai appris à écrire, mais très progressivement. D'accord, ouais. Au niveau, est-ce que tu te définis, toi, comme, au niveau politiquement, comme anarchiste? Et si oui, quel rapport entre le mouvement Freinet et l'anarchisme? Oui, je me définis comme un anarchiste, je dirais, à la Brassens. Hein. Je ne veux pas commander les autres et je refuse d'être commandé. Voilà. Donc j'ai été toujours opposé à toute hiérarchie et je n'ai jamais pris de responsabilité de direction. Voilà. Et alors, puis, une anarchiste dans le sens de la liberté et de l'autogestion, puisque l'autogestion c'est un des grandes voies des anarchistes, d'organisation autogestionnaire. Donc j'ai toujours été dans ce domaine-là. Donc je ne voyais pas d'opposition entre le fait d'être dans ces directions-là et la pratique de la pédagogie Freinet. D'ailleurs, j'ai adopté et suivi de près, mais beaucoup plus tard, tout ce qui s'était passé dans les écoles du travail en Union soviétique, Pistrak, Makarenko, etc., dans l'année révolutionnaire 1919, et les travaux de Koutskaya, la femme de Lénine. Et en ce moment, je suis en train de suivre une thèse que fait une camarade du mouvement Freinet sur le rapport entre les enseignants anarchistes espagnols et les enseignants Freinet. Et on est en train de chercher, bon, oui, qu'est-ce qui nous est commun. Et je pense que ce qui nous est commun, c'est cette organisation démocratique, autogestionnaire, hein, et la défense des libertés. D'accord, oui. Et puis maintenant, là, tu viens d'avoir 90 ans, tu as encore beaucoup de projets. Est-ce que tu peux nous en parler, ce que tu fais maintenant, puis pour l'instant, je continue à travailler dans le cadre des responsabilités dans le sein du mouvement Freinet. Je suis responsable, chargé de mission à la participation démocratique des enfants au sein de notre fédération internationale. Donc on est en train de constituer une commission des droits de l'enfant internationale. Hein, et dans ce grand champ, parce que ça touche au droit à l'éducation, à la protection des enfants, etc., je suis responsable de la participation des enfants. Et donc je viens de lancer d'ailleurs un appel à nos camarades brésiliens, puisque Lula est revenu au pouvoir et qu'il avait instauré la démocratie participative, voir où ils en sont de la participation des enfants. Et dans le champ plus proche de nous, demain je dois rencontrer les enfants d'un conseil d'enfants avec une élue de la ville, d'une école de Rosé, sur leur participation des enfants. Et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en temps périscolaire, de temps scolaire, si les enseignants sont d'accord. Voilà. Sinon, voilà, et sur le champ, on vient
on a eu plusieurs 8 vidéoconférences avec les Coréens au mois de mars. Voilà. Et donc là, je suis en train de travailler donc, avec une camarade de l'Uruguay aussi sur les droits de l'enfant. Alors, j'aimerais beaucoup participer plus avec des écoles Freinet, mais j'ai des difficultés, non pas parce qu'ils sont très, très occupés, c'est pas pour l'instant leur champ d'action prioritaire, y compris au mouvement national, puisque notre secteur droits de l'enfant, avec Catherine Chadrin, il est au point mort. Nous ne sommes que 2, et donc nous n'arrivons pas à faire que des recherches continues dans ce champ des droits et libertés des enfants. Voilà, tu as aussi, ça marche. Tu as aussi travaillé avec les familles, là, au niveau du... Oui. Et alors, les familles, ça a été un peu un hasard, une opportunité. C'est venu de l'école Ange Grépin, pratique la pédagogie Freinet. Il y a quelques familles qui avaient envie de mettre en place dans leur famille la même éducation démocratique et les mêmes pratiques que celles que les enfants vivaient à l'école. Et dans cette année, c'était en 2002, et cette année 2002, il y a eu une loi sur la famille et qui demandait aux familles de faire participer les enfants aux décisions dans la famille. Donc nous avons organisé 2 ateliers de démocratie familiale où on a discuté pour voir comment les pratiques de l'école, conseil d'enfants et l'élaboration des règles, etc., pourraient se mettre en place dans la famille. Et ça a été très intéressant. Après, ça a été repris hors de l'école Freinet. Et donc, ça s'est poursuivi jusqu'à ces dernières années. Et je continue à travailler actuellement avec une famille qui met en place et qui raconte comment elle met en place la participation des enfants. Et donc nous avons un projet d'édition éventuelle si nous arrivons au bout de... Et j'ai eu donc l'occasion avec un copain psychothérapeute de raconter dans un bouquin comment c'était... les relations, démocratiser les relations éducatives, toute cette expérience qui montre que, et je soutiens toujours qu'il serait très intéressant que tous les éducateurs, enseignants, Freinet, animateurs, etc., qui mettent en place avec les enfants des pratiques démocratiques, tentent de faire qu'il y ait une cohérence et que les familles intéressées les mettent aussi en place. C'est d'ailleurs ce qui a été préconisé en 2011 par l'appel de Bomini qui disait qu'il faut que les enfants puissent mettre en place, on puisse mettre en place la participation des enfants durant tout leur temps scolaire, temps périscolaire, temps de restauration, temps dans la cité, temps de loisirs et les familles. Donc, sur la ville de Rosé, justement, et à Ville de Nantes, je travaille aussi avec la Ville de Nantes, on a toujours cette perspective en vue, mais qui est très difficile à mettre en place, effectivement. Parce que faire se rencontrer tous les acteurs, ça demande de leur donner du temps, et ce n'est pas ce qui est le plus facile. Et je travaille aussi maintenant, je viens de reprendre une relation de coopération avec une école du Luxembourg, démocratique, publique, avec qui j'avais déjà travaillé pendant 4 ans pour les accompagner dans la mise en place de leur participation, des enfants. Et là, ils ont décidé de revoir tout leur règlement intérieur, toute leur charte, et donc ils vont faire que parents, enfants, enseignants, personnel connaissent mieux la Convention internationale. Ensuite, ils vont travailler sur les droits des enfants dans l'école, l'exercice de ces droits, et en particulier apprendre aux enfants que quand on exerce une liberté, il y a aussi des limites et des obligations. Et non pas on peut faire ce qu'on veut. Et que quand on ne respecte pas les limites et les obligations, on doit en répondre devant le collectif.
et que les adultes aussi ont des droits dans l'école et que ces droits doivent être respectés. Donc, travaille par exemple sur le droit au respect. Donc, tous les enfants vont être interviewés. Qu'est-ce que c'est pour vous le droit au respect, être respecté? Et la même chose pour les adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous être respecté? Et ensuite, on verra ensemble qu'est-ce qui peut être mis en place dans le règlement intérieur et dans la charte. Voilà, donc il y a des pistes encore de recherche qui sont à continuer. D'accord, bon, on arrive un petit peu au bout de notre entretien. Qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion? En conclusion, je pense que c'est toujours au sein du mouvement Freinet qu'on peut mener à bien toutes ces réflexions. Et qu'il est important qu'au sein du mouvement Freinet, on réunisse non pas seulement ce qui se passe dans les écoles, sur le champ sur lequel je travaille, mais aussi les actions de nos camarades hors de l'école. Et donc, au niveau international, c'est ce que je demande quand je lance un appel. Comment ça se passe dans votre école? Quel est le pouvoir des enfants au sein de l'école? Mais aussi, quelles sont les actions que vous menez avec eux hors de l'école? Par exemple, ici, il y a eu dernièrement une concertation faite sur les rythmes scolaires, 4 jours, 4 jours et demi. Et des enfants de l'école que je vais voir demain ont donné leur avis. Donc, qu'ils puissent donner leur avis dans le champ politique. Et là, j'ai travaillé avec un mouvement belge, c'était sur la participation des enfants aux décisions publiques. Et donc, c'est aussi notre champ d'action, comment faire que les enfants puissent participer aux décisions publiques. Comment faire que tous les élus, tous les décideurs se disent rien pour eux sans eux. Et c'est tout un champ d'action à mener pour convaincre que c'est important et que ce n'est plus une possibilité à donner aux enfants, mais que c'est un droit qui est reconnu par la Convention internationale. D'accord, merci Jean. C'est moi qui remercie d'avoir été obligé de réfléchir.